À quelques minutes du coup d'envoi, une ambiance digne d'un match de football. Mesdames et messieurs, applaudissez très fort l'équipe de France. L'équipe de France de boucherie fait son entrée sur le terrain. Champions du monde en titre, nos mousquetaires viennent défendre leur couronne face à 11 autres nations. L'équipe grecque est dans la place. Des Grecs, des Sud-Africains ou des Italiens. Et on n'est pas là pour participer, hein. On les réclame tous la gueule. Allez, on y va, allez les gars, on y va. On va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! À partir d'une carcasse de bœuf, une de cochon et une d'agneau, chaque équipe va devoir réaliser une centaine de créations culinaires, de petites œuvres d'art, en utilisant toute la viande de l'animal. Sur les 6 membres de l'équipe de France, 3 viennent d'une même boucherie. Olivier, le patron. Ouais, c'est super. C'est pas si le cochon va bien tenir, mais... Son fils, Lucas, 21 ans, meilleur apprenti de France. Et Joseph, l'un des employés. Au terme d'un marathon de 3h15, ils sauront s'ils sont toujours champions du monde. Pour gagner ce match, ils se préparent depuis des mois. Cet esprit de compétition est né dans cette boucherie, l'une des plus grandes de France. Olivier Bell la dirige avec son frère. Il commence sa journée dès 5h du matin avec la mise en place de l'étal. Il y a combien de mètres de linéaire à remplir? 40 mètres, facile. Ouais. Plus toutes les petites annexes qu'on a autour, ça fait une cinquantaine de mètres. Il faut 3 heures pour agencer les 1000 références de la vitrine. Dans l'atelier, 50 employés et 20 apprentis qui coupent, parent et préparent les 600 kilos de viande qui seront vendus dans la journée. Olivier paye ses salariés 10% de plus qu'en hypermarché, soit 2000 € bruts, le prix du savoir-faire. La boucherie, c'est vivant, il faut connaître les morceaux. On dirait que la viande, ça sent pas comme des paquets de sucre ou des paquets de biscottes. Dans cette commune de 5000 habitants, entre Lyon et Saint-Étienne, il y a eu jusqu'à 12 boucheries. Il n'en reste aujourd'hui plus que 2. Bonjour, madame. Je vais vous prendre un plat de lasagne, s'il vous plaît. Pour survivre, Olivier a su s'adapter. Les prix ne sont pas plus élevés qu'en hypermarché, grâce au volume de marchandises vendues. 2,59 € pour le rôti de veau. Ça vous irait comme ceci? Et surtout, les champions du monde proposent aux clients les créations qu'ils ont inventées lors de la dernière compétition. Faux filets avec rouleau de foie gras, ou bûches faites de génoises salées, farce olives et champignons et chair à saucisse, qu'il suffit de faire cuire au four. À l'origine de la passion d'Olivier, son père, André, c'est lui qui a fondé la boutique. Bonjour. Ah, les filles? Oui, ça va. Bien. À 71 ans, il a du mal à décrocher. On va décaler un peu plus de là. C'est ce que je vais faire. Ouais, gagne une place avant. On fait de la place avant. Non. Fais une place avant. Le pain, tu peux le rassembler, tu peux gagner au moins cette longueur. Ok? Il va en arriver encore. Non, ça fait rien. Fais comme je t'ai dit. T'inquiète. J'ai l'habitude. Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé. Vous seriez pas mieux à la retraite? Vous savez, à la maison, c'est pas facile aussi. Hein. Vous savez, des jours, on s'en rend pas compte, mais... Si, non, mais c'est parce que je veux venir, j'aime bien aussi. C'est mon métier, la boucherie, c'est vraiment un équilibre pour moi, quoi. André, fils de petit paysan, apprend le métier de boucher, puis ouvre à 25 ans sa propre boutique avec sa femme Thérèse. À peine 20 mètres carrés au départ, mais ils ne cesseront de s'agrandir. Quand leurs 2 fils reprennent l'affaire il y a 9 ans, ils multiplient encore la taille du magasin par 4. Aujourd'hui, Thérèse et André ont bâti une dynastie de champions. Mais pour prétendre à l'excellence,
Encore faut-il savoir choisir les plus belles bêtes. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. La famille achète 3500 animaux chaque année. André négocie encore lui-même toutes les semaines auprès des éleveurs. Aujourd'hui, il va donner une leçon à Lucas, son petit-fils, qui travaille depuis 2 ans dans la boucherie familiale. Ah, tiens, salut Dédé. Alors Franck, comment vas-tu? Ceux-ci sont prêts, ouais. Franck Chazalon élève des vaches fin gras du Mézin. Allez, c'est grosse. C'est l'une des 3 races en France à bénéficier d'une appellation d'origine protégée pour la qualité de sa viande. Il y a des bêtes de poids. Il faut 30 mois pour les élever. Elles ne sont nourries qu'avec du foin des montagnes alentours. Tu vois l'état d'engraissement, là. Tu vois, là, ça va venir ici, après. La petite raie qui va commencer à se former ici. Ça, c'est la graisse. Lucas a beau être l'un des piliers de l'équipe de France. Lorsqu'il s'agit de tâter le des vaches, il a encore quelques lacunes. Ça, c'est l'épaisseur de la viande. L'épaisseur du muscle. Tu as un muscle ici qui touche. Et puis, tu as un mariage de gras. Là, tu vois, et puis tu as une partie de gras dessous. Plus le muscle est épais, plus le pot-au-feu est épais. Tu vois. Ça vaut de l'or, les conseils de votre grand-père. Bah oui, quand même. Ouais. Il s'y connaît, alors que moi, là-dessus, je suis pas encore au point, donc j'écoute. En achetant directement à l'éleveur, André supprime les intermédiaires et obtient ainsi de meilleurs prix. Chose rare, il a accepté que nous filmions la négociation. Cette année, il faut que tu fasses des efforts un petit peu. Il faudra les faire aussi de ton côté. Il faudra les faire aussi de ton côté. Bon, je te présente des animaux, je t'en ai rarement vendu des comme ça. J'ai pas de mémoire. Je t'en ai... T'as la mémoire sélective. T'as une mémoire sélective. Ouais. Ça avait pensé, toi? Moi, j'avais pensé... Celle-ci, elle mériterait un peu plus, mais... Il faudrait à peu près 10 €. Ça va tirer. Ça va tirer, 10 €, je peux pas. Les prix se négocient au kilo et tous les arguments sont bons. Je sais pas, nous on peut pas y aller après dans ces prix, dans nos régions un petit peu ouvrières. Et je sais, on est des régions un petit peu... Dans Saint-Stéphanois, c'est pas non plus... Tu vois ce que je veux dire, hein? Celle-ci, il fallait la mettre, ça serait plutôt si. Si, celle-là, non, ça serait plutôt... Elle vaut un peu plus, quand même. Tu sais pas, tu sais comment on va faire? On met les deux ensemble. On va couper la poire au milieu. 8 € les deux. Et après les autres, 6 €. Allez. On appelle ça La pâche. la pâche chez nous. Voilà. Ça veut dire? Eh ben, ça veut dire c'est un compromis. Il n'y a contrat. pas de papier, il n'y a rien. Un contrat moral. La famille a acheté aujourd'hui 7 vaches pour un total de 20 000 €. L'éleveur est ravi. C'est des gens qui mettent en valeur nos produits. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est pas tous les jours que des champions du monde viennent dans mon étable. Hein. Encore faut-il que Lucas et son père parviennent à conserver leur titre. Il est 4 h du matin. Le championnat du monde est dans 3 semaines. Dans la boucherie d'Olivier, encore fermée, va avoir lieu l'unique entraînement en conditions réelles. Les 3 autres membres de l'équipe de France ont fait le déplacement. Tous meilleurs ouvriers de France. Ils ont été sélectionnés, comme le reste du groupe, sur CV par la Confédération française de boucherie. Vous êtes en mode compétition. Ok, on y va, on lâche tout, on a 3h15 minutes. Allez, on y va! C'est parti, on y va, allez hop, pas de temps mort. Faut que tu fasses la mise en place du buffet en 15 minutes maximum. Maximum. 10, ça serait bien. Vous êtes à 40 minutes là, faut y aller, faut accélérer. Jean-Michel Banvart, leur coach, a été 3 fois meilleur ouvrier de France. Qu'est-ce que c'est comme élément ça? Ah bah oui. Bouillon porc. D'accord. Les règles sont strictes. Il faut utiliser toute la viande des 3 carcasses et remplir ce buffet long de 7 mètres. Avec des classiques de la boucherie, comme cette épaule d'agneau en melon. Ou des créations plus surprenantes, comme cet entremets. Porc, saumon, panna cotta. Il faudra faire le blanc plus fin, hein, Jojo. Moitié plus fin que ça. Ça va pas, les ratures, ça c'est trop épais. On va acheter un saumon taillé dans la longueur pour faire tout le tour, en une seule fois. Donc on va gagner du temps, ça va être plus fin, ça sera plus joli.
C'est leur inventivité qui sera jugée. Il n'y a vraiment pas le temps. Hein. La plupart des recettes ont été élaborées par Olivier et son fils Lucas, qui ont trouvé leur inspiration auprès de chefs pâtissiers. C'est une farce aux champignons, avec une petite gelée, 2-3 petites herbes. Je suis peut-être plus pâtissier que boucher. La boucherie, ben, c'est pas simplement des bouchers qui sont pleins de sang et qui travaillent comme des bourricots. C'est de l'innovation, c'est de l'esthétique. C'est tout ça. À quelques minutes de la fin de l'épreuve, l'expert vient jeter un œil. Et pour une fois, André a l'air bluffé. Tu fais un macaron, là? Ouais. Un macaron salé avec de la viande de bœuf et de la crème fraîche, à déguster cru comme un tartare. Vous pensez que ça peut marcher, c'est un macaron à la viande? Bien sûr que ça peut marcher, bien sûr. Si, ça peut marcher. Il y a aussi le sushi, cœur de viande et œufs de limpe. Mon grand-père, c'est beau de voir ça. Très, très beau. On a l'impression de ne pas avoir loupé notre vie parce qu'il y a une continuité, voilà. C'est ça. Pour nous, c'est énorme. Voilà. Ça fait beaucoup de bien. Attention au sushi. Le sushi de Lucas est la dernière préparation posée sur ce buffet. Des éclairs, des esquimaux à la viande et les fameuses bûches. L'équipe a terminé dans les temps, avec même quelques minutes d'avance. Moi, faut pas plus se charger. Parce que... Oula. Mais les champions sont loin d'être satisfaits. Il reste encore de nombreuses erreurs techniques. Quand ça pète comme ça, les excuses, c'est pas assez humide, c'est quoi? Non, c'est parce qu'ils avaient longtemps qu'il est fait. Le fait de le mettre au congèle, ça va le rehumidifier, comme ça il cuvettera plus. D'accord. Les bouchers n'ont plus que quelques jours pour s'améliorer et tenter de conserver leur titre de champion du monde. Après l'Australie il y a 2 ans, c'est l'Irlande du Nord qui accueille cette année ce concours international. À 3 jours de l'épreuve, Lucas et les autres candidats sont déjà au travail. À l'intérieur de ce camion, tous les ingrédients nécessaires aux recettes des tricolores, sauf la viande, fournie elle par les organisateurs. Il y a aussi leurs plats, leurs couteaux, leurs outils, en tout 400 kilos de matériel qui ont traversé la Manche. Les frais de déplacement et d'hôtel sont payés par la Confédération française de boucherie et par des sponsors. Ils s'élèvent à 180 000 €. Non, 616. Non, 609. 609. Ils vont tout trier dans leur chambre. C'est là-bas, 609, oui, c'est au bout. Non, c'est là, c'est là-bas. On s'est trompé de sens. S'ils la retrouvent. Je sais pas, c'est toi qui habite dans la pièce, Jo. Attends. C'est pas 609, c'est 607. Tartare H, macaron. Il en manque un, non? Lucas a mis en place une organisation militaire avec une boîte pour chaque plat dans laquelle il range tous les ingrédients nécessaires à la recette. Le parmesan qui va aller avec, les capres et la salade. Puis on va mettre le contenant. Là, tout est là. 100 boîtes en tout. Chacun se débrouille pour gagner du temps, pour trouver la solution pour aller plus vite et essayer de bouffer les autres. Une fois les aliments classés, ils seront stockés dans une chambre froide en attendant la compétition. Après, on verra. Mais il manque encore quelques ingrédients que l'équipe va avoir beaucoup de mal à trouver sur place. Bonjour. À 24 heures du concours, Olivier est rejoint par sa femme et sa fille. Il n'était pas réveillé, hein. Il était encore dans le lit quand on est parti. Elles sont arrivées la veille à Belfast, mais Corinne, son épouse, ne dort pas avec lui. Ordre du coach, qui, comme pour les grands sportifs, ne veut pas perturber la concentration des membres de son équipe. C'est bon, on traverse. L'urgence du jour, trouver les fameux ingrédients manquants, notamment des crevettes. T'as du piment d'Espelette qui pend, regarde. Aucune poissonnerie dans le quartier. La famille tente sa chance dans cette épicerie fine. Mais il leur manque l'essentiel, le vocabulaire. On demandait si c'est des crevettes. Please. Et crevettes. Crevettes. Crevettes, the prawns. Des crevettes? Like a crevette prawns. Des crevettes? Yeah, prawns, yep. We don't do them anymore, no. On n'en a plus.
We don't do prawns, no? On n'en fait pas. Qu'est-ce qu'il dit? No. Pas de crevettes? Écrevisses? Écrevettes? Langoustines? Langoustine, no, no. Not Non, today. pas aujourd'hui. Not today. Today. C'est pas un bon jour aujourd'hui. Friday, probably. Yeah. Vendredi, certainement. Friday. Does anybody know French? Il y a quelqu'un qui parle français ici? Richard? Tu parles français? I don't understand. Slowly, please. Are you Vous allez cuisiner? cook? Cuisiner? Cuisine, yeah? Cuisine? Are you going... Butcher competition. Oh, but yes, I know. Ah oui, j'en ai entendu parler. Yeah. Le commerçant qui veut les aider va jusqu'à appeler des grossistes qu'il connaît. Okay, yeah. Just gonna check. Je vais vérifier. Sans succès, avant de se souvenir qu'il lui reste quelques crustacés dans son congélateur. Des crevettes tigres congelées. J'ai trouvé ça dans mon congèle. Si jamais vous n'avez rien d'autre. On se comprend toujours entre commerçants, hein? On essaye. Avec les mains? Extraordinaire. Ah, les vainqueurs! Superbe. Thank you. Mais superbe. Magnifique. Vive la France. Allez, bonne chance! Bon, on a fait un petit peu des courses. C'est dans ce chantier naval de Belfast qu'a été construit le Titanic en 1909. C'est aussi ici que se déroule le championnat du monde de boucherie dans le Titanic Center. Les 12 équipes sont dans les starting blocks. Cette fois, les Français n'ont plus le droit à l'erreur. Première opération, installer la très fragile statue de Neptune. Réalisée en graisse de porc, elle a demandé 500 heures de travail. C'est la réplique de celle du château de Versailles, le thème qu'ils ont choisi pour impressionner les juges. Ah oui, c'est intégré à la statue. Ces 5 juges, tous bénévoles, vont déambuler pendant les épreuves pour évaluer les équipes. Parmi eux, un Français, Fabien Michel, boucher lui aussi. Il doit noter 130 critères. La façon dont la viande est taillée, l'épaisseur des tranches, l'originalité des buffets, mais aussi la propreté des stands. The water is dirty, and you keep it. And after you touch the meat, and you touch the benches. So for me, the hygiene is not respect. Fabien vérifie que toute la viande des carcasses est bien utilisée. Il va jusqu'à faire les poubelles. Par exemple, ça, c'est les parures. Les parures de viande, là, elles sont très très rouges. Ça, c'est les morceaux qu'on peut manger. Là, le dessus est un petit peu trop sec, mais le dessous, on voit, il est vraiment frais. Donc là, c'est vraiment des parures qui sont trop épaisses. Ça, c'est des points en moins. Voilà. On pourrait notamment en faire des saucisses, comme les Américains. Elles sont grandes, hein? Grand pays, grand gaillard, grand appétit. Chaque pays rivalise d'ingéniosité pour en mettre plein la vue. Les Américains sont plutôt rustiques, avec essentiellement de la viande hachée ou des morceaux à griller. Les Néo-Zélandais, eux, se la jouent bucolique. C'est une tulipe de porc avec de la poudre de prune dessus. Les Italiens mettent en avant leur glorieux passé, avec ce colisée en parmesan rempli de viande. Amuse-gueule raffiné pour les Allemands, haché de bœuf au schnapps et cornet de glace avec tartare. J'essaie de regarder s'il y a une harmonie avec tous les plats. Ah, c'est plutôt pas mal, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. Pour leur première participation, les Bulgares, eux, font simple. Ils ont dessiné la carte de leur pays. On devine une montagne en gigot d'agneau et un fleuve de lard. Pour ce concours, les Irlandais, eux, en ont oublié leur vieille querelle. Irlande du Nord et République d'Irlande sont dans la même équipe. Ils proposent un buffet 100% Irish, sculpture de bœuf Angus, drapeau irlandais en mini-burger et bœuf en forme de pinte de Guinness. Mesdames et messieurs, attention s'il vous plaît. Il ne vous reste plus qu'1 heure et 18 minutes. 1 heure et 18 minutes. Allez les gars. Après 2 heures d'épreuve, la fatigue commence à se faire sentir dans le camp des Bleus. Ok, mais il a pas du tube, hein. C'est bon. Ah, c'est bon. Et tu mets sur quoi ton truc, ta rosace? C'est bon, c'est quoi ça? Et ça, c'est pour faire la bavette d'Aloy ou non après? Mais ils se reprennent.
À quelques minutes de la fin de l'épreuve, leur festin de Versailles, avec les macarons de Marie-Antoinette et la tarte soleil de Louis XIV, sont enfin prêts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comme une batterie. C'est pas mal, on a déjà tout posé. On est arrivé à se débrouiller avec toutes les pièces techniques qu'on devait faire. Ça fait du bien. Les juges vont maintenant sélectionner dans chaque buffet 3 spécialités qu'ils vont faire cuire et goûter. Puis ils vont délibérer à huis clos. Toutes les autres préparations seront données à des associations humanitaires. Après 3 heures de délibération, les résultats vont être annoncés aux conventions Titanic Center. Les bouchers ont troqué leur tablier pour un costume 3 pièces. Le moment est venu de révéler qui sont les meilleurs bouchers du monde. L'Irlande! Sans déconner. La France finit au pied du podium, derrière l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Irlande. Pour le prochain championnat, Olivier et Lucas ont décidé de passer le flambeau à d'autres passionnés pour porter haut les couleurs de la boucherie à la française. Mi-novembre à Paris, séance de dédicace pour Hugo Desnoyers. Merci, madame. D'être virtuose comme ça, même dans les dédicaces. Cet homme n'est pas un virtuose de l'écriture, il est boucher. Mais il vient de publier son 2e livre de recettes. C'est pour vous. Forcément, à base de viande. Potée, salée, un tourneau rossini, un hamburger au foie gras, voilà, on voulait mettre des choses assez simples. Une daube, mais on voulait la faire à l'orange. Auprès de ses fans, il fait un effet bœuf. 18 000 exemplaires écoulés en moins de 3 semaines. Oh, pardon. Oui. Ça, c'est pour ma fille Nathalie qui est à San Francisco. Ah oui, d'accord. Nathalie. Pas de coup de couteau, s'il vous plaît, dans la dédicace. Avec plaisir. Un boucher qui signe, qui fait des dédicaces. J'aurais jamais cru ça, non. Moi, personnellement, j'aurais jamais cru ça. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Un boucher devenu star, comme les chefs étoilés ou les grands pâtissiers, et qui s'affiche sans complexe à la télé, dans les émissions culturelles. J'ai invité une véritable vedette, puisqu'il s'agit de Hugo Desnoyers, la star de la boucherie artisanale, bien entendu. Vous avez été le boucher de l'Élysée, vous fournissez aujourd'hui les plus grandes tables parisiennes. Il est invité aussi comme juré dans MasterChef. Moi, je tiens à vous féliciter tous les deux d'avoir choisi un des morceaux les plus durs à préparer dans l'agneau, la selle. Et ce plat-là est particulièrement réussi. Considéré par certains critiques gastronomiques comme le meilleur boucher de France, cet artisan fait dans la viande haut de gamme. Fini l'image d'Épinal, du boucher au tablier sanguinolent. Avec lui, le métier deviendrait presque glamour. Grand boucher, mais petite boutique de quartier. Chaque matin aux aurores, Hugo soigne en priorité ses clients les plus prestigieux. 10 kilos de paf. Pour la maison Gagnère. Fredo, 10 kilos de pot-au-feu Gagnère. Gagnère, mais aussi Ducasse, Robuchon, Alain Passard, tous les grands chefs étoilés de la capitale qui ont fait sa réputation. Ami Louis, combien 650, 700. Et l'évasion, c'est des 400 grammes, il en faut 10. Malgré sa notoriété, la star reste un boucher parmi les siens, derrière son billot. C'est avant tout un passionné, un amoureux de la viande.
J'adore le contact, le toucher. Ouais, j'aime ce toucher de la viande, quoi. Et j'aime travailler la viande, ouais. Ce côté charnel, cette relation. Moi, je suis très tactile par rapport à ça, donc voilà, c'est ce qui m'avait plu jeune quand j'ai démarré. Ça l'est toujours aujourd'hui, 26 ans après. L'expliquer, j'en sais rien. C'est la belle viande, voilà. Je suis content de. C'est que de la viande. Non. C'est une matière noble, comme peut être le bois, comme peut être, je sais pas moi, le diamant ou j'en sais rien, mais ouais, l'or rouge quelque part. En coulisses, c'est une vraie ruche. Aux côtés du patron, 15 employés s'activent au quotidien à découper, désosser, dénerver, ou plutôt éplucher la viande, comme disent les bouchers. T'as le Bristol, là Ouais, je l'ai là. Il aura fallu 2 heures pour préparer tous ces paquets destinés au plus grand restaurant de Paris. Dans cette fourgonnette, il y en a pour plus de 6 000 €. Certains colis sont même livrés à domicile chez des stars, comme Catherine Deneuve ou Laetitia Casta. Ce jour-là, Jeanne Moreau a commandé un pavé de bœuf et une escalope de veau. Messieurs, dames, bonjour. Mesdames, un bon fond filet. Mais Hugo n'est pas que le boucher des stars. 5 jours sur 7, il est derrière son étal. Alors là, on a 1,8 kg. Chez lui, les prix s'envolent un peu. La côte de bœuf est à 38,85 € le kilo. Mais la boucherie ne désemplit pas. Le samedi matin, il faut attendre 20 bonnes minutes avant d'être servi. Mignon de porc sous vide, les gars. Madame, bonjour. Ses clients, le boucher les chouchoute. Jamais avare de petits conseils, comme pour le rôti de veau. Vous faites ça à la cocotte? Oui, ça va être parfait. Vous le colorez bien, vous l'enlevez. Un petit émincé oignon, tomate, échalote, bien fondu, bien sué. Un petit filet de vin blanc salé poivré. Vous me faites ça 45 minutes, tout doucement. Hein. D'accord? Et éventuellement, dans les 5-10 dernières minutes, vous pouvez rajouter un petit peu de crème fraîche. Ça fait 9, ça fait 18, ça fait 1, ça fait 100, 1,89 s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le ticket moyen s'élève à 63 €. Mais certains clients repartent parfois avec 1 700 € de viande. De quoi remplir le congélateur pour un petit moment. Avec et sans os. Merci beaucoup, je vous apporte ça. Petite boucherie, mais gros chiffre d'affaires. Plus de 4 millions d'euros par an. C'est 8 fois plus que la moyenne des bouchers parisiens. Merci beaucoup. Que de chemin parcouru pour le petit gars ambitieux de la Mayenne, monté à Paris comme apprenti boucher. En 1998, à 27 ans, il s'installe à son compte avec une cliente dont il est tombé amoureux. Elle s'appelle Chris. Secrétaire de direction, elle a tout plaqué pour devenir bouchère. Aujourd'hui, Chris n'est plus la compagne d'Hugo, mais elle est toujours son associée. Oui, boucherie des Noyers, bonjour. Parce que vivre avec un boucher, on se dit a priori pour une femme, c'est pas l'homme rêvé. Mais non, faut pas dire ça. Voilà, il est beau mec, mais voilà, mais il travaillait quand même très bien la viande, il servait bien. L'image du boucher, c'est plus le monsieur avec grosses joues, un peu rougeau, avec un couteau qui fait peur, oui, et puis avec un tablier plein de sang et tout. Merci, au revoir, madame, régalez-vous. Merci, au revoir, madame. Ce cliché, il colle encore à la peau des bouchers. Hugo en a souffert étant jeune. Boucher, c'était le métier à ne pas faire. Au lycée, quand j'ai annoncé à mes professeurs que je partais en boucherie, au lieu de continuer les études, oui, il y a une professeure de physique qui m'a, devant tous les autres élèves de ma classe, m'a démonté, quoi. Ça a été... C'est vrai que ça m'a marqué, parce que devant vos copains, copines de classe, ça fait mal, ouais. D'être pris pour une sous-merde, quoi. En gros, c'était le message qu'elle laissait entendre. Voilà. Aujourd'hui, de toute la classe à l'époque qu'il y avait en seconde à Ambroise-Paré où j'étais, je suis sans doute celui qui a le mieux réussi. Aujourd'hui, à 41 ans, Hugo prend sa revanche. Il joue dans la cour des grands. Ah, merci, monsieur. Ce midi, il a rendez-vous dans un grand palace parisien avec Éric Fréchon, 3 étoiles au Michelin. Bonjour, chef.
Comment j'ai l'impression? Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien, merci. C'est lourd, si je peux me permettre. Dans sa besace, la commande habituelle et une pièce de bœuf méconnue. Je me suis permis un truc, je sais pas si vous connaissez, le dessus de palette. La petite surprise de bœuf, en fait. Ça, c'est dans l'épaule de l'animal. Ah oui, d'accord. De l'autre côté de l'omoplate du paleron. De la surprise de bœuf, c'est son nom. Hugo veut la proposer au chef pour sa prochaine carte. En fait, il vient passer un grand oral avec l'épreuve de la dégustation. J'ai peur que ça vous paraisse un petit peu fade en goût. C'est vrai que ça manque un peu de goût. Super fondant. Je m'attendais à un morceau un peu plus... goûteux. Un peu plus goûteux. C'est vrai que je m'en doutais, hein, en goût, c'est sûr que ça pêche un peu, ouais. Bon, recalé. Recalé, mais bon perdant. Car Hugo sait qu'il va se rattraper avec sa botte secrète. C'est quand même beau, hein. Les riz de veau. Vous voyez ça? On a l'impression que c'est une pièce entière, en fait. Alors que là, vous voyez, on voit que c'est beaucoup de... C'est plus de petits morceaux, on dirait, agglomérés, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Des riz de veau, on en fait partout. Mais des riz de veau d'exception, c'est rare. Vous avez vu la beauté de ces riz de veau, c'est extraordinaire. Devant ces grosses pommes de riz de veau, le chef salive et ne résiste pas au plaisir de les cuisiner. Donc là, moi, je vais vous faire donc juste un riz de veau qui est au gruau de cacao avec un jus café réglisse et braisé en feuilles de tabac. Et de toute façon, tu vas voir n'importe quelle table, ils te disent ce qui était génial dans votre riz de veau, c'est qu'il était croustillant et soyeux à l'intérieur. Voilà, un riz de veau 3 étoiles. Ce riz de veau cacao réglisse est proposé à la carte de ce grand restaurant parisien au prix de 98 €. Pour offrir de la qualité à ses clients, l'artisan boucher n'hésite pas à se lever avant l'heure des poules. Il est 3 h du matin, direction la campagne du Limousin, à 400 km de Paris. Hugo ne se contente pas d'aller à Rungis pour s'approvisionner en viande. Depuis des années, il avale les kilomètres pour aller dénicher lui-même les meilleures bêtes, celles qui sentent bon le terroir. Comment vas-tu? T'as fait bon voyage? Ça va et toi? Ce matin, chez un éleveur de limousine, il a rendez-vous avec Jacques Charpentier, l'un de ses sourceurs, un chasseur de têtes, de vaches. C'est lui qui fait le premier repérage. Ça va venir bon aussi. Là aussi, Hugo, ça là, ce sera bon. Et ça là, mais regarde, ça dans 2 mois là, 2 mois. Celle-là, elle est costaud déjà. Hein. En mais 2 mois. Ouais, tu la vois mieux. Ouais, mais tu la vois mieux. Tu vois ça, ça dans 2 mois là. Oh là là. Ça m'a fait peur un peu au départ quand j'ai vu Hugo qui m'a dit oh là là, ceci, cela. Et je l'ai vu comme ça, j'ai vu comme ça. Je lui en avais montré au frigo. Ah, il dit celle-là, elle a un petit défaut, elle a ci, elle a là. Alors j'ai dit jamais j'arriverai à servir ce type-là. Le patron est exigeant. Il choisit ses bêtes sur pied. Petit cours de sélection. En fait, tu as tout le train de côte de la bête, plus tout le faux filet, là. Et le départ du rhum sec. Et là, tu la vois, elle est super bien bombée, elle est bien finie. Après, tu vois l'état d'engraissement au niveau de la queue, comme ça. C'est une sacrée cocotte, Jacques, hein, je te jure. Vraiment. Hein. Oui, mais mère. Ouais. Et elle a la peau très très fine, elle roule sous les doigts, comme ça, c'est vraiment impressionnant. Le cuir est très fin, la bête sera pareille. Là, en fait, tu vois le grain de la viande, la finesse. Oui, il y a une pisse dessus, en plus, elle adore. Tu vois la finesse du grain de l'animal. Ici, on est loin de l'élevage intensif. Le temps de finition, c'est-à-dire le temps d'engraissement avant l'abattoir, est 3 fois plus long que pour la viande de supermarché. Et pour faire de la bonne chair, le boucher parisien ne prend que des vaches de 4 à 5 ans qui ont eu plusieurs veaux. Leur muscle a changé, elles sont plus grasses. Mais il ne suffit pas de les sélectionner. La qualité, ça se joue aussi à l'abattoir. Jusqu'au dernier moment, Hugo reste amoureux de ses protégés. T'as vu comme elles sont faites? Putain, mais elles sont... Ouais, t'as des cocottes, là. Ça, c'est une vraie de vraie. Hein. Ah ouais, celle-là, elle a poussé, là. Le volume arrière, le cul, quoi. Et vous avez le vu dos, elle a un dos exceptionnel. Hein.
faut aussi penser rendement, hein, voilà, on est aussi... Enfin là, c'est une bête exceptionnelle. Ces vaches seront abattues dans quelques heures. En attendant, pour les déstresser après le voyage, elles ont droit à de la musique classique. Un petit luxe qui a son importance. C'est vrai que les résultats, ils sont bien meilleurs. Vous savez, quand vous abattez des bêtes qui sont stressées, il y a souvent des problèmes de... On appelle ça de la fièvre dans le muscle. Le muscle, il devient violet, violacé. Il colle un peu. Et là, il n'y a plus ces problèmes-là, quoi. Parce que la bête, elle est déstressée. Au programme aujourd'hui, le Requiem de Mozart. « 7 h du matin, le lendemain. Les carcasses sélectionnées arrivent à la boucherie. Et les premiers clients aussi. Dans sa boutique, il n'est pas rare de croiser des célébrités. Ce jour-là, Pierre Arditi. Le comédien aime venir tôt le matin acheter sa viande et discuter le bout de gras. Il connaît tout le personnel. Ici, il est un peu chez lui. Madame aime bien les côtes de veau, quand même. Elle aime bien les côtes de veau. On va prendre les côtes de veau, voilà. Avec quoi vous le faites, le tartare, vous? Le haut de l'aiguille de rondsteak, oui. Ça peut être un bout de la semelle, ce qu'on appelle la semelle, le lombasse. C'est parce que ça reste saignant aussi également. Oui. C'est un fondant qui est intéressant. Ah oui. Après, on peut mettre du rondsteak, on peut monter dans les gammes, quoi. Mais déjà, un morceau entre deux qui a du goût, qui est quand même fondant au couteau ou haché, c'est bien. Oui. Moi, je suis fasciné par ce travail-là. Quand j'étais beaucoup plus jeune, vous n'étiez pas né, vous. Mais quand je passais devant, ça me donnait faim tout de suite, la boucherie. Il y a des gens qui disent « Ah, la viande, le sang ». Moi, je ne vois pas du tout ça comme ça. Quand je vois une belle viande, comme ça me donne faim. C'est pas indigne de faire un métier comme ça. Au contraire, c'est même très difficile. Il y a des tas de gens qui ne pourraient pas le faire, à commencer par moi. Voilà. Bon, bah, c'est comme ça. Ce savoir-faire, pourtant, est en train de se perdre. Merci à vous. Aujourd'hui, la profession manque de bras. Il y a quelques semaines, le boucher star a même poussé un coup de gueule dans les médias. Il s'est fait le porte-parole de tout un artisanat. Vous chiffrez à combien le manque d'ouvriers aujourd'hui qui devraient travailler dans la boucherie? Dans la boucherie, 4000 postes non pourvus en France et plus largement dans tous les domaines de l'alimentation, dans la restauration, boulangerie, charcuterie, c'est par dizaines de milliers de personnes. 780 grammes. Non, c'est bien, ouais. C'est bien, ouais. Sa petite entreprise ne connaît pas la crise. Aujourd'hui, telle une grande marque de luxe, la viande d'Hugo s'exporte à l'étranger. Et sur Paris, avec Chris, son associé, il vient de racheter une boucherie. Car il a un projet fou, un rêve d'enfant qu'il compte réaliser grâce à cet ami, architecte décorateur. C'est énorme. C'est énorme. Mais en fait, dans la boucherie même, on va vouloir faire une sorte de petit îlot où on pourra et déjeuner, et déguster, et faire des démonstrations, et apprendre aux gens également. Ah, c'est magnifique ce qui a été fait là. Et donner des cours même de boucherie dans la boucherie même. Une boucherie dégustation, avec l'idée, encore une fois, de rendre ses lettres de noblesse au métier de boucher. Ils sont apprentis bouchers et ce matin-là, ils vont passer sur le grill. On va faire passer par là. Examen de mi-cursus à l'École nationale des métiers de la viande. Je vais vous demander de prendre 2 aiguillettes chacun. Les étudiants ont 1 heure pour rendre ce morceau de veau brut présentable pour la vente. Allez, on peut y aller, je regarde l'heure, il est presque moins 10. Allez, on est parti. François Mulette, l'examinateur, note les apprentis sur leur aptitude à retirer le gras du veau sans gâcher de viande. Alors, je regarde, bien sûr, ce morceau-là, il est plus réutilisable. Ce morceau-là, il était mal épluché. Donc la viande a été retirée. Donc elle n'est pas commercialisable à part en déchets. Alors pour moi, c'est une perte d'exploitation. Les 30 candidats ont tous eu une première vie professionnelle. Comme Latra, 32 ans, auparavant dans le contrôle de gestion. Pour beaucoup, la boucherie n'est pas une activité des plus glamour, mais elle a appris à l'aimer.
J'adore toucher la viande, j'aime bien la texture, comment dire. Je crois qu'il faut vraiment toucher ce métier pour vraiment comprendre ce que ressent un boucher. Enfin, c'est indescriptible. 3 aiguillettes de veau plus tard, Latra attend sa note. Qu'est-ce que je relève? Je relève que c'est du beau travail. Travail est lisse, hein? L'État, il y a une bonne organisation sur la table. Alors, je vais mettre un 18, hein? C'est bien. C'est le 2e meilleur résultat de sa promotion. Si elle réussit son examen final dans 6 mois, Latra est quasiment certaine de trouver du travail. En France, il manquerait plus de 4800 artisans bouchers, selon leur syndicat. Cette école, financée par l'ensemble de la profession, est gratuite pour les élèves. Elle est la seule à former des adultes à partir de 25 ans. Il y en a 150 chaque année. Les étudiants sont en alternance. Une semaine par mois, ils reçoivent un enseignement théorique. Ah, le demi-veau. Et mettent les mains dans la viande en atelier. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer cette partie-là, ce petit muscle-là. Le reste du temps, les étudiants apprennent le métier au sein d'une vraie boucherie. Cette formation, qui dure 10 mois, attire des candidats de tous les horizons. Parmi eux, Olivier, 46 ans. Il y a 8 mois, il a démissionné de son poste d'architecte. Bonjour. Je vous laisse vous préparer, hein. Aujourd'hui, il fait sa rentrée des classes. Avant de partir en alternance, il va apprendre les bases du métier pendant 6 semaines. Bonjour à tous. Dans sa promotion, comme lui, la moitié des élèves a tout plaqué pour devenir boucher. Beaucoup étaient cadres supérieurs. La banque. La banque, ah ben. Négoce en matériaux. Négoce en matériaux. Ouais, téléphonie. T'as la téléphonie. Énergie. Informatique. Informatique. Musique militaire. Eh ben, on va faire ça en cadence. Pour leur premier jour, ils vont apprendre à découper du veau, la viande la plus facile à travailler. Vous voyez, c'est une cuisse, hein, avec le sacrum. Hein, vous allez apprendre tous ces noms-là, ça va être nouveau pour vous. Hein. Là, nous avons un couteau à éplucher. Et là, nous avons un trancheur. Leur professeur, François Mulette, possède sa boucherie en Haute-Savoie. Il a été sacré meilleur ouvrier de France en 2000 et a enseigné 15 ans en CAP. Vous voyez, je vais chercher là, juste derrière. Aujourd'hui, il touche 7 500 € par mois pour transmettre son savoir-faire à ses adultes, bien plus motivés que les jeunes. C'est plus facile d'enseigner à des gens en reconversion aujourd'hui parce que c'est vraiment leur choix. Et bon, ils ont envie de réussir, ils n'ont pas de temps à perdre. Hein. Pour certaines personnes, ce sera leur dernier métier, ils veulent le réussir. Pour mémoriser son premier cours, Olivier, l'ancien architecte, a une technique bien à lui. Il dessine chaque étape de la découpe. C'est le jarret, le sacrum avec les 5 os. Donc c'est juste pour moi, c'est un moyen rapide de me faire à ce qu'il est en train de découper. Vous pensiez que votre métier d'architecte allait vous servir pour être boucher? Pas vraiment. Peut-on se servir de ce qu'on peut, de ce qu'on a. Jusque-là, Olivier Davenier était architecte dans les plus grands cabinets. Notamment 7 ans au service de Jean Nouvel pour la création du musée du Quai Branly. Il fut aussi l'architecte en chef de cette boutique de luxe sur les Champs-Élysées. Il touchait 4 500 € par mois. Ce n'est donc pas l'argent qui a motivé son changement de vie. En tant que boucher, Olivier touchera 1 800 € la moyenne pour un débutant. Mais ce qui n'a pas de prix, c'est son futur rythme de travail. Avant, à 18 h, il était loin de rentrer chez lui. J'ai entamé ma deuxième partie de journée qui était plutôt de la production, plutôt des plans à faire, des choses à sortir. C'est un moment où on est plus au calme, à partir de 18 h et jusqu'à 22-23 h. L'idée de devenir boucher lui avait déjà trotté dans la tête quand il avait 16 ans. Bonjour. Bonjour, monsieur. L'ambiance du petit commerce. Alors, je viens pour un poulet, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur. Et la perspective de devenir son propre patron
l'ont toujours séduit. Ce qui me fait rêver, c'est la convivialité. Je sens que ce monsieur est heureux, tout va bien, quoi. Donc il n'y a pas de raison que ce soit pas la même chose pour tout le monde. Non, je sens que je vais m'amuser. Super. Vous pouvez comme ça. Bravo. Et pour la première fois depuis longtemps, Salut mon cœur. il va avoir du temps à consacrer à sa famille. Vous avez fait la vaisselle ou pas? Il va préparer le repas avec 2 de ses 3 enfants. Un petit moment qui peut paraître anodin, mais pas pour Caroline, sa fille de 11 ans. Il te manquait un petit peu ton papa, puis qui travaillait un peu tard? Ouais. Il me manque un peu. Quand vous entendez votre fille dire ça, qu'est-ce que vous vous dites? Tu fais le bon choix. Donc tout va bien. Sa femme travaille beaucoup et rentre très tard. Sophie fait du conseil en entreprise et touche un très bon salaire de cadre supérieur. Une situation financière confortable qui a permis à Olivier cette reconversion. Je préfère avoir quelqu'un qui part avec la banane le matin que quelqu'un qui est en train de se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie professionnelle. Et là, vous le sentez comment, là, aujourd'hui? J'ai l'impression de voir un jeune premier. Non, mais c'est vrai, il est l'enthousiasme des débuts. Un jeune premier qui va découvrir la difficulté du métier dès le lendemain. Au 2e jour de cours, place à la pratique. Voilà. Ça, c'est pour vous. Avant de commencer, Alors, Olivier doit s'équiper. Qu'est-ce que vous enfilez, Olivier, là? C'est un tablier de protection si on veut se garder en vie. C'est assez pratique. Voilà. Chaque élève doit désosser un cuisseau de veau de 30 kg, selon la méthode apprise la veille. Un petit coup de main là. Voilà. Toute cette viande, 900 kg, est prêtée par des bouchers de Rungis. Ils la récupèrent à la fin de la journée entièrement découpée, prête à être vendue. Enfin, si tout se passe bien. Alors, où c'est que t'en es, mon ami? Regarde ça. Regarde le hachis parmentier, là. Là, tu m'as cassé l'os, là. L'araignée a été retirée. Des erreurs de débutants en cascade que François doit rattraper. Quand ce n'est pas un apprenti boucher qui a confondu son doigt avec le jarret de veau. C'est le métier qui rentre. Olivier, lui, a déjà un bon coup de couteau, malgré ses vieilles habitudes d'architecte. Qu'est-ce qu'on fait, là? Ça, c'est pas un crayon. C'est un couteau. C'est ça, faut que je m'y fasse. Là, OK, pareil. Pour un boucher confirmé comme François, il faut 15 minutes pour désosser un cuisseau de veau. Les apprentis, eux, mettront 6 heures à séparer les 6 morceaux. Sous-noix, quasi, filet, jarret. Non, je suis très fier. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Selon un sondage, un tiers des Français rêveraient de changer de métier comme Olivier. La sous-noix entière, c'est très bien. On la range là aussi. Lui a de grandes ambitions. Après sa formation, il aimerait ouvrir une boucherie haut de gamme, près de chez lui, en région parisienne. Latra, l'apprenti qui a réussi son examen de mi-parcours, elle, voulait juste un emploi. Après des études de commerce et quelques missions en intérim, elle a eu beaucoup de mal à trouver un job stable dans sa branche, le contrôle de gestion. Dans ce classeur, la centaine de candidatures qu'elle a envoyées pendant 2 ans. Après étude de votre dossier, classique, nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons lui donner une suite favorable. Voilà. Nous vous souhaitons de trouver rapidement un emploi correspondant à vos attentes. Donc, à un moment donné, vous dites tu vas te bouger en restant poli, et puis si tu ne trouves pas dans ce domaine, bah, va bien falloir que tu fasses autre chose et que tu te remettes en question s'il le faut. Et c'est comme ça que Latra s'est tournée vers la boucherie. Pour être admise dans l'école parisienne, elle a d'abord dû trouver un artisan pour sa formation en alternance. Mais difficile pour une femme de se faire accepter dans un métier exercé par des hommes à 82%. Elle en a fait l'amère expérience avec le boucher de son quartier.
Il m'a dit comme ça, Franco, et puis écoutez, je vais être honnête avec vous, c'est un métier très physique. Et puis vous êtes une femme. Vous n'allez pas tenir, je ne peux pas vous embaucher, vous ne tiendrez pas. Ça m'a vexé un peu, puis ça m'a fait réagir en disant bah écoute, ok, tu veux pas de moi, c'est pas grave, je vais trouver une autre boucherie et par la suite, j'espère pouvoir le démontrer qu'il a eu tort de me refuser. Elle finit par trouver une boucherie à 2 heures de chez elle, où elle se rend chaque matin, 3 semaines par mois. Ses frais de transport lui sont remboursés par son patron. Philippe Piercing a repris cette boucherie il y a 3 ans. Excusez-moi. Ok, ça marche. Merci madame, bonne journée. Bonjour madame. L'Atra a séduit cet artisan grâce à son sens du commerce. Vous faites autre chose aussi, monsieur? Eh ben, écoutez, pour terminer, pâté en croûte, vous avez, non? Oui, pâté en croûte. Oui, il m'en reste. Bon, je vais prendre une tranche. Dans l'arrière-boutique, il y a un autre futur boucher, Julien, 16 ans, qui prépare son CAP. Il touche 600 € par mois. Et un coup plus sec. L'Atra, elle, est payée le double, mais il y a encore un peu de gâchis. Bravo. Ça s'appelle un gobelet pour moi. Le gobelet, c'est un morceau invendable que le boucher garde pour lui. Et qui c'est qui va manger ça? C'est l'Atra. C'est moi, comme d'habitude. Elle n'est pas rentable en fait? Bah, au début, non, c'est pas rentable. C'est travail à perte au début. En fait, c'est pour ça que les autres boucheries m'ont refusé. Ah, peut-être aussi. Si au départ, rien ne prédestinait l'Atra à être bouchère, aujourd'hui, voilà, elle y a pris goût. Une belle coupe. Jolie, oui. À tout à l'heure, monsieur Persing. L'Atra assure même des livraisons à domicile. Oui, bonjour, c'est la boucherie de l'église. Et voilà, j'ai été chercher votre pain en plus. Une pratique à l'ancienne qu'on n'apprend pas à l'école. 30 €, vous m'avez dit? S'il vous plaît. Moi, ça me fait plaisir d'aller leur livrer. Et puis, en général, on discute un petit peu. Et c'est vrai que c'est un petit plus. Ça permet de faire des échanges en dehors de la boucherie, dans un contexte différent. Et c'est vraiment sympa. Ah, Madame Sage. Ah oui, c'est sympathique de pouvoir être aidée comme ça. C'est vraiment... Elle est vraiment sympa. Merci, Madame Sage. En septembre dernier, l'Atra a obtenu son diplôme. À très bientôt, alors. Bonne continuation. Merci. 3 mois plus tard, elle décrochait un CDI, comme 95% des élèves de son école. Petite boutique, mais grand boucher. Un célèbre guide culinaire vient d'élire Hugo Desnoyers, meilleur boucher de France. Lui s'en moque, ce qu'il aime, c'est la viande. Et le jour où j'ai touché la viande, il y a eu comme un déclic, quoi. Et c'est vrai que c'est une matière noble déjà à la base, matière vivante et noble. Donc c'est vrai que c'est, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi, qui m'a fait aimer au départ ce métier-là. Et moi je m'éclate dans ce que je fais vraiment. À boucher d'exception, méthode exceptionnelle. À 700 km de Paris, Hugo Desnoyers sillonne la campagne du Lot-et-Garonne. Il est à la recherche de bonnes bêtes, celles qui sentent bon le terroir. Il ne se contente pas d'aller à Rungis, il est un des rares bouchers parisiens à aller dénicher lui-même les meilleurs spécimens. Il paraît que vous avez une bonne bête? Oui, elle va être prête d'ici un mois à peu près. L'éleveur, monsieur Le Marchand, a peut-être quelque chose au fond de l'étable. Hugo est accompagné de Jean-Marie Chassin, un chasseur de têtes de vaches. C'est lui qui a fait le premier repérage pour Hugo. Et ça fine bien, regardez le cuir qui est là. Oh putain, elle est bien tournée. T'as vu le cul qu'elle est là? Elle est bien tournée, celle-là. Petite leçon de sélection. Bien tombée. Elle a le poil bien luisant, là. Regarde, tu la pinces là au niveau du cuir, là, tu regardes. Et en touchant le cuir, tu regardes la finesse de la viande. Voilà. Après... Plus le cuir est fin et plus la viande doit tomber... le grain de viande, il sera fin. Très tendre. Elle est impeccable, celle-là. Après, on regarde au niveau de la queue. Au niveau de la queue, l'état d'engraissement, on le sent bien au niveau de la queue. Là. Ici, là, ouais. Et ici, là, à l'œillet, ce qu'on appelle l'œillet de muscle, là, plus le muscle est épais et plus la bête tombe avec... Viandue, quoi. Viande, voilà. Celle-là va être prête dans un mois. Voilà. Celle-là va être juste avant les fêtes, elle va tomber impeccable. C'est belle, c'est belle. C'est belle. Celle-ci est d'un bon niveau, mais celle d'à côté... Celle-là, la cisage. Ah, mais c'est une très bonne bête aussi. C'est un chef-d'œuvre. Monsieur dit voir à travers la bête.
Dire qu'on voit à travers la bête, c'est une expression, c'est une image, je suis pas devin non plus. Quand tu regardes la bête, tout l'ensemble que tu viens de regarder, le cuir, l'état d'engraissement, le côté l'œillet pour voir la viande qu'elle va nous donner, plus le bon côté faufilé au niveau, juste après le rhum sec, là, qu'elle est bien développée, bah, voir à travers, ça veut dire qu'elle va vraiment donner de la bonne viande, quoi. Surtout, bah, elle va donner de la bonne viande, mais ce qu'il faut comprendre, c'est pas donner de la bonne viande parce qu'elle est bien faite, bien ronde. Elle va donner de la bonne viande parce que monsieur le marchand aussi l'élève bien et lui donne ce qu'il faut de bon à manger. Voilà. Parce que des culs tournés, il y en a dans toute la France, mais des bonnes bêtes bien élevées, il n'y en a pas beaucoup. Vous êtes heureux ici, là? Ah bon, ouais, c'est un vrai bonheur ici. C'est leur retour aux sources, c'est la vraie vie, c'est le vrai élevage, c'est pas les côtés intensifs, les conneries, toutes les merdes qu'on voit au quotidien dans toutes les barquettes de France, quoi. Ça, Vous pensez que nous, dans les villes, on mange de la merde, comme on dit? Ah, je sais rien, moi. Moi, j'essaie de pas en manger, toujours. La négo peut commencer. Business sur toile cirée. Une belle bête peut atteindre les 3 000 €. On va peut-être passer aux choses sérieuses. Oui. On va peut-être discuter un petit peu des tarifs. À 50 km de là, l'abattoir de Villeneuve-sur-Lot. Les dernières trouvailles d'Hugo sont arrivées. Il ne suffit pas de les avoir sélectionnées, rien ne doit stresser ses protégés. Dans quelques heures, ces vaches seront abattues. En attendant, ambiance détente. Elle est magnifique, hein. Allez, une cocotte. Allez, mes mères. Alors, qu'est-ce qu'on entend, là? On entend de la musique classique. Ouais, c'est la bouverie. Et les bêtes, pour éviter qu'elles soient stressées, ici on leur met de la musique classique. Et t'as vu, on a quelques Pavarotti dans le lot. C'est vous qui avez mis la musique classique, là? Tout à fait, oui. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend? Ah, un peu de tout, il y a un peu de tout, là. C'est Vivaldi, ça. Vivaldi? Ouais. Ah, c'est génial. Ouais. Quand il y a des bêtes qui tombent à côté, moi, je les prends pas pour ma boutique. Donc automatiquement, Jean-Marie et Michel, ils se débrouillent avec un circuit différent. Pour commercialiser, c'est resteurs. Ça part où dans ces cas-là? Au supermarché? Oh, pas forcément, non, des bouchers, parce que disons que bon, on c'est pourrait. pas une catastrophe que je te laisse non plus. Hein. On pourrait dire à Hugo, bon, de toute façon, il nous prend la bête qui a 19, et nous, il faut commercialiser les bêtes qui sont 15, parce que bon, 15, ça lui plaît pas. Faut aller sur 20, là, c'est ça? Voilà, exactement. 6 h du matin, Paris. Les carcasses sélectionnées la veille à l'abattoir arrivent. Toutes les semaines, ce sont 3 tonnes de viande qui atterrissent chez Hugo, une petite boutique de quartier qui est un excellent business. C'est bon. Et là, la première pièce qu'il a prise, ça faisait combien de kilos? Elle était pas très lourde, c'est une petite limousine. 110 celle-là, ouais. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Ok. Il a fallu 2 heures pour préparer tous ces paquets, direction les restaurants les plus prestigieux de la capitale. Certains colis atterrissent même sur la table du président de la République. Il y a quelques belles maisons, hein. Il y a l'Élysée, il y a Pierre Gagnère, il y a l'Ambroisie, Sang de Reims, il y a la Rotonde, il y a l'Astrance. Oui, c'est bon. Voilà. Les premiers clients arrivent, le défilé s'enchaîne de 8 h à 20 h. Chiffre d'affaires de la boutique, 10 000 € par jour. Ces 9 employés travaillent beaucoup, mais les salaires sont à la hauteur. Entre 2 000 et 4 500 € net, sans parler des avantages. C'est pas contraignant. C'est pas contraignant de faire des heures. Combien de semaines de vacances par an? 7 semaines. 7 semaines de congé. Et vous êtes aussi nourri-logé? On est logé, oui, bien sûr, tout à fait. Oui. On a tous notre appartement, chacun le nôtre. Payé par monsieur Desnoyers qui est derrière. Voilà, donc. par Hugo, ouais, tout à fait, oui, bien sûr. Bien sûr. Celle-là, là. Oui. Konnichiwa. Konnichiwa. Shike-san. Pour des stages de formation chez lui, on vient de très loin. Chiqué et japonais, pas toujours évident de se comprendre. Fallait-il autre chose ce matin? Ok, d'accord. Éplucher le bœuf. Ok. J'ai ta blouse, elle est là? Ouais. Elle est derrière, là, ta blouse. Merci. Oui. Madame Ferrero, bonjour. Non, la blouse. Oui. Dernier morceau de viande. Tu vas me lever la partie du beefsteak, là. Tu vas dégager la petite chaînette et lever l'aiguillette de rhum sec en dessous. Bien de donner son savoir, le partager. Il n'y a aucun souci, c'est pas non plus des secrets industriels. Hein.
Nous, à la base, la boucherie française, ce sont les Romains qui nous l'ont apportée et apprise. Hein. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sans doute des champions du monde dans ce domaine, parce qu'on est vraiment au-dessus du lot sur toute la planète, mais à la base, c'est quand même les Romains qui nous ont amené la boucherie en France. Des Français champions du monde de la boucherie, c'est pourtant une profession sinistrée. Retour aux sources pour Hugo Desnoyers. Nous sommes à Laval, dans le lycée où il a appris son métier. Il sait que demain, il y aura pénurie de bouchers. Alors, au milieu des jeunes apprentis, il se fait le porte-parole de tout un artisanat. Quand tu sors un petit peu en discothèque, tu annonces à tes copines que t'es bouché ou... Quand je dis ce que je fais, je trouve ça bizarre, parce que vu que c'est un métier manuel, c'est pas trop à l'ordre du jour. C'est un petit peu mal vu quelque part, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas ni avocat ni médecin, mais j'en ai souffert à 15-16 ans, j'en ai vraiment souffert, ouais. J'ai même été grave dénigré au lycée par une professeure qui, devant tout le monde, a déclaré que j'étais le roi des nuls et que je partais en boucherie, quoi. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, tous ces jeunes-là, ils gagneront 3 fois plus qu'elle et je pense qu'ils s'en sortiront la main dans la vie, quoi. C'est important, la boucherie. C'est important. On a un métier de base qu'il ne faut pas l'oublier, était un des gestes primitifs de l'homme en plus. Quand on regarde la préhistoire, quand on a commencé à manger de la viande, à tuer la viande, il a mangé, il a travaillé, il a mangé. C'est comme ça qu'on a grandi aussi de l'état de singe à l'état d'homme. Retour à Paris, après une journée de 15 heures. Hugo s'adonne à son petit plaisir. Il s'incruste chez les plus grands chefs de la capitale. Nous sommes chez Pierre Gagnère, 3 étoiles au Michelin. Ce qu'il adore, se mettre dans un coin et regarder comment on travaille sa viande. Ce soir, Pierre Gagnère se sent pousser des ailes pour son riz de veau. 30 minutes de préparation, une expérience quasi métaphysique. Quand on voit les produits sublimés comme ça, on est super content d'apporter sa petite touche personnelle aussi, quoi. Voilà, c'est pas, moi j'ai aucun mérite à, je sais pas, on n'a pas le côté créatif et tout ça, mais on est content de participer parce qu'on apporte un beau produit. Je goûte, chef. Hein. En France, en 10 ans, un quart des boucheries ont fermé.